Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais très envie de discuter avec vous de crise d'angoisse et d'anxiété. J'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram et c'était hyper passionnant d'avoir ces conversations si intimes et profondes et sincères avec des presque inconnus d'internet. Et j'avais envie d'en faire une vidéo pour pouvoir aider les personnes qui font des crises d'angoisse à le gérer avec leurs proches, de comment l'expliquer et les aider à nous aider. Mais je me dis que ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui ne font pas des crises d'angoisse mais qui justement se sentent très démunies et complètement étrangers à ça, de pouvoir vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous pouvez aider les personnes qui pourraient en faire à côté de vous. C'est la première fois que je n'ai pas de script écrit pour une vidéo YouTube. J'espère que ce sera pas trop brouillon, que ce sera à peu près construit et que vous me comprendrez bien. Mais voilà, j'avais envie que ce soit un petit peu plus naturel et spontané. La première crise d'angoisse que j'ai faite, j'étais assez grande, j'avais 18 ans passés et c'est ma maman qui était présente ce jour-là et elle a, étonnamment, très bien géré. Ça s'est plutôt mal passé avec certaines autres personnes avec qui j'ai fait des crises d'angoisse et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, il y a des personnes qui sont pas capables de faire ça naturellement et j'ai besoin de les aider et j'ai besoin d'avoir une discussion avec eux et de leur dire voilà ce que j'ai besoin à ce moment-là, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Je pense que c'est aussi important quand on construit une relation avec quelqu'un, quand on se met en couple ou quand on devient très ami, très proche avec quelqu'un, d'avoir cette discussion, de se permettre d'être vulnérable et d'approfondir le lien qu'on a. Le fait de se sentir vulnérable et de le montrer à l'autre, ça lui permet aussi de pouvoir le faire ensuite à son tour. Il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas dans la relation, de dire voilà ce par quoi je passe, voilà ce que je vis, voilà les difficultés que j'ai. Peut-être que tu en as aussi, viens, on en parle, on approfondit nos liens, on devient plus intime et je trouve ça très chouette. C'est aussi très chouette de pouvoir donner à l'autre les clés pour nous aider. Il y a des personnes, et j'en discutais avec ma maman, qui se sentent très démunies parce qu'elles sont pas du tout concernées par ça. Et voilà, c'est pouvoir leur donner les outils pour pouvoir mieux nous aimer. Et en tout dernier, mais pour moi ça a été hyper important, c'est de pouvoir continuer de se sentir aimé dans ces moments difficiles. Moi dans les moments où je fais des crises d'angoisse, je me dis mais comment est-ce qu'il y a des personnes qui font encore pour m'aimer, parce que moi je me déteste. On sait que on vous demande de l'énergie, on vous demande de la compréhension, on vous demande de vous poser des questions et c'est des moments qui sont pas très agréables, voire perturbants. Mais de savoir que vous êtes là, que vous avez quand même envie de nous aimer à travers tout ça et justement de nous aimer mieux et plus justement et plus entièrement, c'est vraiment très important. Bon alors, par quoi commencer ? En premier lieu, je suggère de discuter de la crise d'angoisse, de l'état anxieux, de dire qu'est-ce qui nous pèse, comment est-ce qu'on vit certaines situations pour que la personne puisse mieux comprendre pourquoi ça nous arrive et dans quelle situation. Il faut dire à l'autre personne et il faut aussi se le dire à soi-même, c'est pas grave. C'est très perturbant pour le corps, pour la personne en face, selon par comment elle se manifeste, mais c'est pas grave, ça s'arrête tout seul. Ça permet de dédramatiser un petit peu et de dire à l'autre personne, il faut pas que tu t'inquiètes dans ces moments-là. Il faut que la personne prenne ça avec calme, avec un peu de recul, qu'elle se dise, on va juste attendre que ça passe, je suis là, et on va attendre tranquillement. Je pense qu'ensuite il faut expliquer les symptômes ou les pré-symptômes si on peut les connaître pour que la personne puisse anticiper un petit peu. Dans les moments où on a une crise d'angoisse, on a des modes de communication qui sont très différents de ceux habituels. C'est ça aussi qui peut être très perturbant. Et on va pas être capable à ce moment-là de dire je fais une crise d'angoisse, voilà ce dont j'ai besoin. En général, les symptômes, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est hyperventilation et les muscles qui se tendent, ce qui peut amener à des spasmes et c'est quand ça commence à être, je sais, un petit peu impressionnant pour la personne qui regarde. Si vous avez d'autres symptômes, expliquez-les à les personnes, expliquez en commentaire ce par quoi passe et comment se manifeste votre crise d'angoisse pour que les personnes puissent la voir. Comme normalement vous avez à peu près expliqué votre état général, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à savoir ce qui trigger les crises d'angoisse. Si jamais c'est le cas, à ce moment-là, l'autre personne pourra aussi peut-être le deviner. Ce n'est pas au moment d'une crise d'angoisse qu'on règle ses problèmes. Une crise d'angoisse, c'est pas le moment où on fait de la psychothérapie, où on pose des questions à l'autre. Comme je vous ai dit, on n'est pas capable de communiquer de façon très claire. C'est à ce moment-là flou dans notre tête, on peut pas forcément réfléchir très profondément. Ne nous posez pas des questions existentielles sur pourquoi on a une crise d'angoisse. Je pense ensuite que le truc le plus important, c'est d'expliquer à l'autre personne est-ce que je veux être seule et est-ce que je veux être touchée. Il y a des personnes qui préfèrent être seules, soit parce qu'elles ont les outils en elles-mêmes, soit parce qu'elles ont eu des traumas avec d'autres personnes qui ont trop mal géré ou empiré les crises. Il y a des personnes qui veulent être touchées, à qui ça fait du bien. Il y a des personnes qui ne supportent pas le contact physique dans ces moments-là. En général, moi je demande à l'autre personne, pose-moi la question, est-ce que tu veux que je reste avec toi ? Oui. Est-ce que tu veux que je te touche ? Oui.
En général, vous avez pu définir avec la personne, est-ce que vous voulez juste la toucher légèrement, lui prendre la main, lui caresser doucement le dos par exemple. Il y a des personnes, et surtout si vous êtes plus proche d'elle, qui aiment la compression, c'est-à-dire prendre fort dans les bras ou serrer fort le bras, la main par exemple. C'est quelque chose qui permet pour beaucoup de personnes de se sentir en sécurité et de relâcher. Le truc ensuite, si la personne arrive à vous aider, c'est de respirer. La respiration, ça permet d'apaiser le corps et donc forcément ensuite de venir apaiser la tête. On inspire, on expire. Si jamais vous n'avez personne à proximité mais que vous avez votre animal, ça ne marche pas pour les petits animaux, genre les rongeurs, les lapins, vous oubliez. Mais moi je sais que ça m'arrive de me caler sur la respiration de ma chienne quand j'arrive pas à dormir par exemple, ou quand je sais que je commence à être stressée, ça marche très bien. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi poser une main sur votre ventre, une main sur le ventre de la personne et sentir la respiration. On pense à essayer de respirer profondément jusque dans le ventre et pas juste avec la poitrine. Souvent quand on est en hyperventilation, on respire juste avec la toute petite partie là de nos poumons. Si vous êtes plus familier avec des exercices de respiration, par exemple inspirer 6 secondes, souffler 8 secondes, vous pouvez le dire ça par exemple à la personne à côté et qui puisse vous aider à compter avec vous. Et la dernière partie, c'est l'apaisement et les distractions. On part de la situation qui est angoissante pour nous. Si jamais c'est une personne qui est très sensible aux stimuli externes, on peut venir par exemple éteindre la lumière, éteindre la musique, mettre un casque anti-bruit sur les oreilles par exemple, juste de venir couper du monde. Ça marche très bien pour pas mal de personnes je crois. Et il y a en dernier les distractions, plutôt douces en général. De la musique qu'on sait qui nous apaise par exemple, ou moi j'aime bien demander à la personne à côté de me parler, de raconter sa journée ou une anecdote de quand il était petit, peu importe, juste d'avoir une parole sur laquelle se caler et sur laquelle se concentrer. Pour les trucs qui font du bien en fin de crise ou après la crise, comme on a fait de l'hyperventilation, en général on a soif, on a la bouche sèche, vous pouvez offrir un verre d'eau, un petit thé, un sirop. Si jamais vous pouvez aussi donner quelque chose de sucré. Pour la petite partie scientifique, le cerveau est un organe glucodépendant, ça veut dire qu'il ne fonctionne que avec du glucose. Et ça peut bouffer vraiment beaucoup de sucre. Et pour les personnes sensibles comme moi, hypoglycémie en général, après on a une petite baisse. Pensez à offrir donc un peu de sucre, genre dans le thé par exemple, des petits gâteaux, des fruits. Et il est possible que la personne ait froid. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir une bouillotte, se mettre sous un plaid pour détendre les muscles qui en général étaient très tendus. Parler d'une dernière chose pour les personnes qui aident, c'est de ne pas minimiser. Ne dites pas à la personne, mais enfin, mais il n'y a rien qui est stressant là, mais enfin, mais tu vois pas que t'en fais des tonnes, tu crois pas que tu exagères un petit peu, que ta réaction est disproportionnée. Ça peut rendre la personne en colère. Moi par exemple, je sais que ça me faisait faire des gestes un petit peu incontrôlés ou jeter des trucs et tout. Il y a des personnes qui, au contraire, du coup, vont tout refouler. Et je vous explique que refouler une crise d'angoisse ou une crise de larmes, à un moment où c'est déjà tout ce qui déborde, ça fait beaucoup à refouler et ça va forcément finir par ressortir à un autre moment. Faites ce dont vous pensez capable. Si jamais vous avez peur de dire une bêtise, ne dites rien. Si on vous a dit qu'on avait besoin que vous soyez là, c'est qu'on avait juste besoin de votre présence et pas forcément de vos paroles. Montrez à la personne que vous êtes là, que vous êtes présente pour elle, que vous l'aimez malgré tout. Pour une personne qui doit suivre un proche qui fait des crises d'angoisse de façon régulière, on sait que c'est pesant, on sait que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et de réflexion et que c'est un poids de savoir que quelqu'un qu'on aime passe par des moments très difficiles. Faites le minimum, prenez sur vous, mais de façon contrôlée pour ne pas être épuisé par la situation, vous non plus. Soyez juste présent, prenez-nous la main, respirez avec nous et dites-nous que ça va passer, vous êtes là. J'espère que cette petite discussion aura pu donner des idées de comment amorcer cette discussion pour les personnes qui font des crises d'angoisse et qui ont envie d'en parler avec un proche par exemple, mais peut-être aussi pour les personnes qui ne sont pas concernées, comme ma maman, et qui ont besoin de quelques petites clés pour pouvoir aider des personnes proches ou pour aussi amorcer la discussion si vous pensez qu'un de vos amis traverse ces moments-là qui sont pas forcément faciles et de pouvoir lui dire je sais pas, peut-être que tu passes par ça, mais j'ai envie de t'aider et dis-moi comment est-ce que je peux le faire. N'hésitez surtout pas en commentaire à écrire si vous avez d'autres façons de gérer ça avec vos proches, d'autres façons d'en parler, si vous avez d'autres outils à faire partager pour les personnes qui ont envie de vous aider. J'adore échanger avec vous et je trouve que c'est très chouette de pouvoir partager ça pour tous apprendre à mieux prendre soin les uns des autres et mieux nous aimer.